Dans cette vidéo, nous allons aborder l'histoire de la presse qu'on pourrait définir comme l'ensemble des publications périodiques. La presse existe depuis l'invention de l'écriture en Mésopotamie environ en moins 3500. On peut penser aux Égyptiens qui écrivaient des hiéroglyphes sur des papyrus, comme ici à gauche, pour conserver des événements importants. C'est donc un besoin humain de raconter la vie pour la mémoire collective, pour en tirer des conséquences, pour trouver des morales, peu importe. Mais de tous les arts, l'écriture a rapidement séduit parce qu'elle est infinie. Toujours à l'Antiquité, les Romains répertoriaient les faits du jour dans ce qu'ils appelaient les acta diurna. Alors c'est pas la peine d'essayer de lire, même si vous avez fait 3 ans de latin, je pense pas que vous comprendrez quelque chose. Mais en tout cas, cela racontait l'actualité politique, comme les décisions du Sénat, l'actualité culturelle également, comme les jeux, les actes d'état civil, les naissances, les décès, les mariages, etc. Ainsi, on ne se trompera pas si on affirme que le journalisme a toujours participé à la mémoire de l'histoire. La presse a connu une diffusion de masse à partir de 1453, date à laquelle ce monsieur ici, nommé Gutenberg, a inventé sa célèbre imprimerie. À noter tout de même que les Européens avaient du retard par rapport aux Chinois, qui eux avaient trouvé une méthode de gravure sur bois bien avant nous. Au début du XVIe siècle, on a vu apparaître les occasionnels qui peuvent être considérés comme les ancêtres de la presse comme nous la connaissons aujourd'hui. C'étaient des dizaines de pages relatant des faits divers, de la visite d'un haut personnage ou des comptes rendus des batailles. Et c'était très suivi à l'époque, durant les guerres de religion entre catholiques et protestants. Je vous ai mis une petite frise ici. À l'époque, ils étaient vendus, les occasionnels étaient vendus chez les libraires ou transportés par des colporteurs. Voici le premier journal français. Comme vous pouvez le lire, son titre était Le Mercure François. C'était une revue annuelle éditée à partir de 1605 qui relatait les faits marquants de l'année. Théophraste Renaudot, qui était le médecin de Louis XIII, a été chargé par le roi lui-même et par Richelieu de créer un journal sur, je cite, le bruit qui court sur les choses advenues en 1631. Par la suite, il sera renommé La Gazette de France, son titre plus court étant La Gazette, et sera un hebdomadaire de 4 pages qui tirera jusqu'à 800 exemplaires par semaine. Étant le premier journal français, La Gazette de France détenait le monopole de l'information politique. Elle abordait les affaires diplomatiques, les affaires de la cour, etc. Ces journalistes étaient principalement des poètes, des romanciers et des dramaturges. Je vous laisse imaginer la qualité de la plume. À partir du XVIIe siècle, le journal était tiré à plus de 8000 exemplaires dans la capitale. À noter tout de même que la Gazette de France restera silencieuse sur les événements de la Révolution française, mais elle deviendra plus tard la tribune des députés girondins, qui étaient beaucoup plus conservateurs et libéraux, et durant la Restauration entre 1815 et 1830, la rédaction s'affichera ouvertement royaliste. Après plus de 300 ans d'activité, le journal publiera son dernier numéro en 1915. Au XVIIe siècle, on a vu émerger de nombreuses libelles qui étaient des écrits satiriques contre des personnes et des institutions, et leur essor s'est fait particulièrement durant la Fronde. Mais hop hop hop, elle est où la censure à l'époque? Eh bien, elle était quand même présente. En France, il fallait à cette époque, en effet, une autorisation préalable. La déclaration était obligatoire. On avait également le droit de timbre, qui était un impôt sur certains documents. Parfois, il fallait déposer un cautionnement, mais en général, la censure se manifestait par de la répression. Même si on était d'accord pour le principe de liberté d'expression dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Si le thème de la liberté d'expression vous intéresse, je ne peux que vous inviter à aller regarder notre vidéo sur le sujet, sur les caricatures, qui se trouve dans l'onglet vidéo de notre blog. Parenthèse close. Parenthèse vraiment close. Aujourd'hui, la censure est illégale et les atteintes à la liberté de la presse se manifestent tout d'abord par l'entrave au pluralisme et à l'indépendance des rédactions, comme vous pouvez le voir avec tous ces exemples, mais également à l'entrave au métier de journaliste. La question de l'indépendance des journalistes est aujourd'hui un débat très actuel puisque bon nombre d'entre eux estiment que la censure s'exprime d'une autre manière, notamment à cause des actionnaires qui ont un grand poids dans les journaux et qui peuvent décider de la parution ou de la non-parution d'un article tout simplement parce qu'ils sont les sources financières qui permettent de faire vivre les rédactions. Vous avez vu que le premier journal français était le Mercure François.
À présent, voici le premier quotidien français. Il s'appelait le Journal de Paris et a été en activité entre 1777 et 1894. Par la suite, durant la Restauration, il est devenu le porte-parole de Charles X. La femme que vous voyez représentée juste ici est Anne-Marguerite Petit-Dunoyer et c'était tout simplement la première femme journaliste en France. Elle a été connue pour sa couverture des négociations du traité d'Utrecht, désolé pour mon accent, en 1713 et ses articles ont été lus dans toute l'Europe. Et pour cause, le vieux continent était à l'époque en guerre. On va demander à Wikipédia pourquoi. La guerre de succession d'Espagne est un conflit qui a opposé plusieurs puissances européennes de 1700 à 1714. L'enjeu était la succession au trône d'Espagne à la suite de la mort sans descendance du dernier Habsbourg espagnol, Charles II. La guerre donna naissance à la dynastie des Bourbons d'Espagne, qui règne toujours sur ce pays 3 siècles plus tard. Stéphane Bern est tout de même plus passionnant. Au XIXe siècle, la plupart des écrivains vivent en rédigeant quelques articles pour la presse. Cependant, ils ne se privent pas non plus de la critiquer. À cette époque, les agences de presse et le métier de journaliste font leur apparition. La vente de journaux augmente, notamment grâce à l'alphabétisation et à la baisse des prix. Le papier est alors meilleur marché. En outre, les publicités payantes procurent de l'argent et de nouvelles machines plus performantes permettent une production en masse. Par exemple, le tirage global des quotidiens à Paris a fortement augmenté en passant de 36 000 titres en 1800 à 1 million en 1870. Exit la vieille imprimerie de Gutenberg, place aux machines à vapeur en 1814. Par la suite, les rotatives vont se développer dans les années 60. En voici un exemplaire. Et comprendre les lectures des Français d'avant la Seconde Guerre mondiale, n'hésitez pas à aller sur la Bibliothèque nationale de France pour regarder toutes les archives de ces 4 journaux emblématiques, le Petit Journal, le Matin, le Journal et le Petit Parisien. Vous remarquez sans doute quelque chose. Ils ont tous dû mettre la clé sous la porte à partir de 1944. Alors qu'est-ce qui explique cela? Beaucoup de journaux ont été visés par les ordonnances de 1944 sur la liberté de la presse qui ont été prises à la Libération ou peu avant. Elles visaient à organiser un nouveau système médiatique garantissant la liberté d'expression et un pluralisme de la presse après la guerre 39-45 qui avait vu la quasi-totalité de ses rédactions collaborer avec les Allemands. N'ont fait exception que les journaux qui ont cessé de paraître d'une part et les journaux clandestins de la résistance d'autre part. Médias, la France a mis en place dès 1796 un système d'aide à la presse avec notamment l'instauration de tarifs postaux privilégiés. Le Fonds stratégique pour le développement de la presse et l'aide à la diffusion sont des aides directes de l'État à la presse. Il permet d'accorder des subventions ou des avances remboursables aux projets des services de presse en ligne, des entreprises éditrices de presse imprimée et des agences de presse. Je sais, ça fait beaucoup de mots presse. Les aides sont accordées par le directeur général des médias et des industries culturelles, de la Direction générale des médias, qui est une organisation gouvernementale. Un comité d'orientation créé pour 5 ans et présidé par un haut fonctionnaire émet un avis sur les décisions d'attribution de subventions. Et voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura été instructive. J'ai essayé d'être la plus complète possible, mais n'hésitez pas, je suis à l'écoute si vous avez d'éventuels ajouts ou des commentaires à me faire.